Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette cette troisième édition. La quatrième, ce sera l'année prochaine. La troisième édition de l'Observatoire du Carve-out. Alors, évidemment, les amoureux de la langue française vont un peu tiquer et je pense que les oreilles vont siffler parce qu'on va parler de business unit, de non-core, de carve-out. Pardon, mais ça va être le sujet de la matinée. Je suis très heureux de voir qu'on est aussi nombreux parce que finalement, c'est quand même un sujet assez pointu et c'est un sujet qui se traduit souvent dans les grands groupes par c'est le sparadrap du capitaine Haddock, et pour ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est le caillou dans la chaussure. En fait, c'est vraiment quelque chose. C'est un engrenage, l'unité, la business unit non-core, c'est un engrenage, et c'est un engrenage qu'il faut casser le plus rapidement et le plus professionnellement possible. Pourquoi c'est un engrenage ? C'est un engrenage parce que une entité non-core dans un groupe, on y met moins de ressources. Alors évidemment, tout le monde va penser aux ressources en CAPEX, en R&D, mais on y met également moins de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on ne va sans doute pas affecter son meilleur manager à une business non-core, à une business unit non-core. On va pas y mettre non plus trop de budget en termes d'embauche. Et on va, d'une manière conséquente, créer de la démotivation. On va créer de la démotivation d'abord, et ça paraît évident pour tout le monde, on va créer de la démotivation au niveau des salariés de la business unit, qui vont très rapidement se rendre compte qu'ils sont non-core. Quand vous êtes non-core, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne vous projetez pas dans l'avenir, vous vous projetez plutôt à défendre les intérêts acquis. Et donc, on rentre dans un dialogue social qui devient extraordinairement mortifère parce qu'au lieu de parler d'avenir, comme les gens qui sont dans une business unit non-core ont peur, ils vont s'arc-bouter sur la défense des acquis. Ensuite, on va démotiver également le management. Le management, pas forcément le management de la business unit, puisque ça, je viens d'en parler, mais on va en parler du management du groupe. Parce que la grande trouille d'un manager dans le groupe, ce sera d'être affecté sur une non-core. Donc là, il va y avoir une certaine inquiétude. Et puis, la démotivation, elle va se faire aussi au niveau du COMEX, parce que le COMEX, il va voir, et c'est la conséquence d'un manque d'investissement et de la démotivation, on va avoir ce cercle vicieux qui va se mettre en route, on va avoir une société, une business unit qui va perdre de la compétitivité. Elle va perdre de la compétitivité. Le COMEX va voir le sujet revenir d'année en année. Ça va agacer. Et puis, il y a un moment où, finalement, ça ne va plus agacer. Ça va être un truc qui va commencer à clignoter parce qu'on perd de l'argent. Et là, on commence à discuter d'un truc qui est beaucoup moins agréable. Donc, en fait, le non-core, c'est un engrenage vicieux qui peut prendre des années, mais inévitablement, on arrivera à un sujet de perte, et c'est sans doute pour ça que vous êtes aujourd'hui invité par l'Association des investisseurs en retournement. Donc si on veut, pour ceux qui ne sont pas encore démotivés par mes propos liminaires, qui sont un petit peu noirs, mais réalistes, parce que franchement, ce que nous voyons quand on arrive dans les sociétés, c'est tout ce processus lent. Je pense que si je peux me permettre de rester encore cash, il faut arrêter de pousser le tas de sable devant soi. Il faut arrêter de procrastiner. Il faut traiter ces sujets le plus facilement et le plus en amont possible. Facilement, parce qu'en amont, plus on attendra, plus ça deviendra compliqué. Ce matin, nous allons au contraire mettre le non-core au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, le non-core va devenir le cœur de notre réflexion de ce matin. Et il va y avoir 3 thèmes qu'on va pouvoir développer dans la matinée avec des orateurs qui vont, je l'espère, nous présenter des cas pratiques, parce que finalement c'est ça qui est intéressant. On va travailler sur comment élaborer un projet qui rend un non-core core. Donc comment est-ce qu'on rend un avenir à une business unit. On va travailler sur la remotivation des salariés et des managers. Et puis on va également travailler sur les bonnes techniques pour faire en sorte que ce carve-out, puisque à la fin, il faut organiser un carve-out, soit un succès, et on verra qu'il y a quand même un certain nombre de techniques et d'approches nécessaires. Mais je ne vais pas parler plus longtemps, je laisse la place au débat et à Alexis Valero,
qui va introduire le premier panel autour d'un sujet qui est un sujet très important, c'est comment aligner les intérêts entre le cédant et l'acquéreur et les managers, évidemment. Merci. Nicolas. En effet, Leaders League et Décideurs, enfin, on est ravis d'accompagner et de co-organiser avec l'AIR cet événement. C'est sa 3e édition, la première avec nous, et c'est un vrai succès. Merci à vous tous d'être présents dans la salle. Alors oui, une plénière d'introduction, parce qu'on a quelques thèmes ensuite qui vont être passionnants, et une plénière qui regroupe un peu tout, parce que là, ce que tu disais, c'est repreneur, cédant, manager, le carve-out ou l'art d'aligner les intérêts. Peu d'opérations impliquent d'autant devoir aligner les intérêts, et on va le voir avec un panel dont je me réjouis. Guillaume Cadiou, vous êtes délégué interministériel aux restructurations d'entreprises depuis octobre 2020. Vous avez par ailleurs un parcours qui vous permet de comprendre les entreprises. Vous avez été directeur de la stratégie et du développement, puis directeur général de filiale opérationnelle au sein du groupe Imerys, ainsi que président du directoire de Kepler-Chevreux. François Kopf. François, vous êtes associé gérant du cabinet Darrois Villet Maillot-Brochier. Vous y êtes en charge du restructuring. Énorme expérience, expertise en la matière, beaucoup d'entreprises, quelques-uns des plus beaux carve-out des derniers qui soient sortis. Merci d'être avec nous. Thierry Blandinière, tout aussi ravi de vous avoir, parce que faire une plénière d'ouverture sans un corporate, franchement, ça aurait été dommage. Et vous êtes directeur général du groupe Invivo, alors un fleuron de l'agroalimentaire français, européen, un rapprochement en cours avec Soufflé qui donnera sans aucun doute lieu à quelques carve-out derrière, et qui va faire de vous également un fleuron mondial maintenant. C'est merci d'être avec nous. Enfin, carve-out ou pas, je sais pas, je sais pas. Et Nicolas, plus besoin de te présenter. Président de l'AIR, ancien fondateur de l'ARE, président d'Alandia Industrie, et Alandia Industrie pour les carve-out, c'est notamment l'exemple Carbone Savoie qu'on verra un peu plus tard dans la journée, qui montre qu'on peut faire d'un carve-out une très très belle réussite, quel que soit son point de départ. Merci à vous 4 d'être sur scène ce matin. Il est tôt, mais finalement, ça a gêné personne. Alors le carve-out, oui, tu avais raison. Enfin, nous, quand on a lancé l'événement, quand on a commencé à en parler en interne, tout le monde nous disait carve-out, c'est quoi? Enfin, sauf dans le pôle finance, mais tous les autres, on a gros travail de sensibilisation, et on s'est rendu compte que la tâche allait être intéressante et qu'il y aurait du monde pour venir l'écouter. Alors, l'art d'aligner les intérêts de la vie de tous, c'est sans doute une des opérations les plus complexes, où on a besoin d'aligner. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aligner autant de parties? Pourquoi est-ce que c'est si complexe? François, Guillaume? Alors, je peux peut-être commencer. Quelques mots avant pour vous expliquer ce que la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises vient faire ici. Parce que ça peut faire peur de parler de carve-out et de se dire que ça finit tout de suite en restructuration. On est une petite équipe commando qui est placée auprès des ministres des Finances, de l'Industrie et du Travail, directement auprès d'eux, pour coordonner l'action des différents services de l'État au chevet des entreprises qui rencontrent des difficultés. Donc on va travailler main dans la main avec le CIRI, avec les ministères chargés de l'emploi, du travail, et nos correspondants en région, que sont les commissaires aux restructurations, à la prévention des difficultés. Et il nous arrive de traiter certains dossiers un peu délicats. Et dans ces dossiers, il nous arrive de faire face à des sociétés qui ont vécu des carve-out. Alors en général, ce n'est pas des carve-out qui se sont bien terminés, mais on rencontre exactement ce qu'a décrit Nicolas. C'est que ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas été bien choyées par leurs actionnaires. Donc ça passe par pas forcément les meilleurs managers, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs innovateurs. Ça passe souvent aussi par moins de capex, moins d'investissement, donc à la fin moins de productivité, moins de gains de performance et finalement moins de clients, et le cercle vicieux est amorcé, et tout ça finit en procédure collective. Donc
le carve-out, ça va être vraiment un sujet très délicat à gérer. Et c'est quasiment un thème de politique économique pour moi. Là, derrière la question du carve-out, c'est la question de la performance de nos entreprises, des plus grosses aussi aux plus petites, parce que ça peut être alors les anglicismes, je vais vous en mettre plein, mais c'est des business units qui sont pas au bon endroit. C'est aussi une question d'attractivité, d'attrait du territoire français, et vous savez que ce thème-là des relocalisations, de la réindustrialisation, c'est au cœur de l'action du gouvernement. Je ne vais pas vous refaire toutes les actions qu'on a menées entre la crise, le plan de relance et maintenant le plan d'investissement France 2030. Mais c'est vraiment au cœur. Donc, aligner les intérêts entre cédants, acquéreurs, managers, c'est un véritable art. Et dans notre expérience, j'ai envie d'en rajouter un quatrième, c'est les salariés. Parce qu'on a forcément à la délégation un spectre un petit peu subjectif, des entreprises qui vont mal, et donc souvent les derniers interlocuteurs que nous rencontrons sont les salariés. Les managers sont souvent plus là, les actionnaires j'en parle même pas, on a quelques managers de transition, mais notre interlocuteur de base, ça reste les salariés. Et ces salariés, je pense que c'est une partie prenante essentielle dans les carve-out, parce qu'il faut les préparer, il faut leur expliquer ce qui va se passer. C'est quelque chose qui va être, à mon avis, assez stressant pour une équipe de savoir qu'on va changer d'actionnaire. Alors ça peut être plein d'opportunités futures, mais à court terme, c'est souvent plein de stress. Donc il faut pouvoir leur expliquer, et j'imagine sans trop dévoiler. Et peut-être pour conclure, on risque dans cette journée de carve-out de se retrouver face à plein d'injonctions contradictoires. Comment parler à ces salariés pour leur expliquer qu'il va y avoir un carve-out, mais sans non plus trop les angoisser et créer la panique? Comment négocier avec un acquéreur qui à un moment va se retrouver seul face aux cédants, parce que quand on est dans un carve-out, c'est pas juste un deal M&A qu'on conclut, qu'on close et c'est terminé. Il va y avoir une période de vie commune avec des SLA, et là, moi, si je suis un cédant, j'ai très peur de l'acquéreur qui va essayer de revenir sur le deal. Donc, comment avoir confiance? Comment retenir ces managers qui vont peut-être se dire qu'il va y avoir une période de turbulence, donc à moins de les intéresser fortement au résultat du carve-out, ils vont vouloir partir, aller voir ailleurs. Donc, comment traiter tous ces paradoxes? Et je crois que c'est la belle idée de cette journée, c'est de faire face à ces questions et d'apporter des solutions à des situations qui sont finalement très compliquées. François, l'avis de l'expert, de l'avocat? Alors, d'un point de vue juridique, c'est vrai que les opérations de carve-out, c'est des opérations de M&A. Fondamentalement, c'est du M&A. Mais c'est du M&A qui est empreint d'une complexité particulière ou atypique. C'est l'existence, par exemple, d'une autonomie relative. L'entité qu'on va vouloir sortir est totalement intégrée dans un groupe, et il va falloir l'en sortir. Et elle peut avoir des services partagés. Elle peut avoir une relation de producteur, de fournisseur à client avec le groupe. Et ça, il faut pouvoir l'organiser. C'est une complexité qui peut être liée aussi à une situation incertaine, à une situation déficitaire, ce qui n'est pas ce qu'on croise le plus souvent dans des opérations de M&A. C'est une complexité liée à des opérations de détourage, parce que vous avez parfois dans des groupes des organisations en business units qui ne sont pas nécessairement le reflet d'une réalité juridique. Vous pouvez avoir au sein d'une même entité juridique un certain nombre d'activités qui relèvent de plusieurs business units, et donc là, il faut le détourer, et ça, c'est un facteur de complexité aussi. Et puis, plus généralement, on est dans un environnement où tout est un peu à l'envers. Rien n'avait bougé pendant des années, et puis tout d'un coup, la décision est prise de s'inscrire dans une opération de ce type, et il faudrait la mener très vite. Et pourtant, on sait que c'est des opérations qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup de diligence, plus
que d'habitude, que d'opérations M&A qui peuvent, on le voit dans la pratique, être parfois intervenir de manière éclair, des deals préemptifs, tout ce qu'on connaît aussi par ailleurs sur des opérations de ce type. C'est un vendeur qui voudrait tourner la page, mais qui en réalité, par la force des choses, reste obligé d'être lié à sa société, à sa filiale, parce qu'il ne peut pas se désintéresser de son devenir, et de manière tout à fait, de manière assez égoïste en réalité, parce que dans l'hypothèse du pire, et c'est ça aussi une des grilles de lecture qu'on a sur des opérations de ce type, il pourrait y avoir à la fin une faillite. Et si cette faillite devait intervenir trop rapidement, nécessairement, elle serait renvoyée à des actes de gestion, à des décisions particulières intervenues alors que la société était sous un actionnariat ancien et que nécessairement l'actionnaire d'avant serait rattrapé et des comptes lui seraient rendus. C'est un monde à l'envers aussi parce que c'est des opérations dans lesquelles on parle de prix négatifs. Alors, il y a des opérations dont la presse s'est largement fait écho, qui sont connues. La Redoute, c'est 500 millions de prix négatifs. Le groupe Kering paye 500 millions pour permettre la sortie de la Redoute. C'est plus récemment une opération de nature menée par Saint-Gobain pour le groupe La Paire. Et donc, on peut se dire, là où dans un deal M&A classique, on va chercher à valoriser au maximum le prix, à avoir le meilleur intérêt, à l'inverse, on pourrait se dire dans une opération de ce type qu'il faut limiter le prix. Et en réalité, on voit que la meilleure opération qui se présente n'est pas nécessairement celle du meilleur prix. La meilleure opération, c'est le meilleur acquéreur. Et la grille de lecture, c'est pour ça que les choses sont à l'envers. On n'est pas dans une appréciation du prix, on est quel est l'acquéreur qui est à même d'assurer la pérennité de la société qui est sortie et que derrière, le vendeur ne se fasse pas rattraper par la patrouille avec des problèmes qui surviendraient trop tôt au titre d'une opération qui aurait été menée trop vite. Donc c'est ça, voilà, on en reviendra bien évidemment tout au long de la matinée, mais cette grille de lecture aussi des entreprises en difficulté que moi je pratique au sein du cabinet, parce que vous avez ce phénomène d'intelligence rétrospective, de réécriture de l'histoire, et j'allais dire d'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le jour où les problèmes surviennent, on va aller voir l'ancien actionnaire en lui expliquant qu'il ne pouvait pas ignorer que la société était exposée à tel ou tel risque. Parce que c'est facile derrière de le réécrire l'histoire. Auquel était exposée cette activité. Il n'aura pas été suffisamment diligent dans ses interrogations sur le choix de son repreneur. Et à ce titre, il a des comptes à rendre. Et cette inversion de la charge de la preuve, cette réécriture de l'histoire, elle est absolument redoutable dans les faits. Et c'est ce qui oblige, dans les opérations, on en parlera, de les construire, de prendre le temps, de graver l'histoire dans le marbre, au moyen, le cas échéant, de décision judiciaire, on en reviendra, ça sera développé de cas de procédure de conciliation, d'homologation, pour que demain, si malheur il devait y arriver, eh bien, on ne vienne pas réécrire tout ça et présenter une histoire qui n'est pas celle que l'entreprise qui a pris les décisions a vécue. Thierry, ce sont des situations auxquelles vous avez dû faire face, ou est-ce que vos préoccupations dans le cadre de sessions de pôle d'activité in bonis sont différentes? Oui, bonjour à tous, merci de l'invitation. J'ai essayé de parler du management groupe, qui pour moi a une responsabilité clé sur la stratégie du groupe, et donc le build-up quand on veut investir, et puis les sorties, et que quelque part, il me semble qu'il faut éviter absolument de manquer de vision sur le secteur ou sur les entreprises qui sont sur le secteur, comment elles se positionnent. Il faut absolument se faire des convictions pour pouvoir convaincre des futurs acheteurs d'intégrer ou de reprendre une activité en bonnes conditions et de montrer que ça peut être un upside pour eux
et donc créer de la valeur pour eux, mais aussi pour les parties prenantes de cette entreprise qui va sortir du groupe, mais aussi, on a parlé des salariés, et je crois que c'est important de préserver le plus possible, en tout cas, l'équipe, les salariés et les managers dans le projet de carve-out. Alors, pour témoigner sur mon expérience personnelle, je dirais que dans le groupe InVivo, on a fait des acquisitions, beaucoup, peut-être 60 en 5 ans, et des sorties aussi, et des sorties aussi où finalement, je suis en train de réfléchir aussi à ces sorties maintenant, 3 ans après, et notamment une très importante en nutrition animale, où on a cédé à la plateforme internationale, notre filiale au groupe américain ADM, et on a beaucoup discuté, je vais témoigner plutôt sur le passé que sur l'avenir, hein, je m'entends. Je reviendrai dans 2 ans, si vous voulez, pour la suite. On sera ravis de vous accueillir. Mais si je parle de cette division nutrition animale, c'était une décision stratégique forte, parce qu'en fait, au niveau du groupe, ça représentait déjà les 2/3 du résultat. Donc ça veut dire qu'il fallait, c'est pas une entreprise qui ne marchait pas bien, au contraire, c'était le moteur du groupe. Ouais, donc je prends le contre-pied de tout ce que vous avez dit sur les sorties d'entreprises non core. Là, c'était une entreprise core. Il a fallu pivoter sur une autre vision du monde dans la nutrition, c'est-à-dire qu'on s'est positionné sur le végétal et on est sorti de l'animal. Voilà, parce qu'on pense que sur le long terme, le végétal a plus d'avenir que l'animal dans l'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la nutrition animale, mais on s'est dit que le rôle d'InVivo en tant que céréalier, c'est de valoriser la plante et autour de la plante, et donc il fallait qu'on fasse un choix, un marqueur très fort de dire on va sortir, et ça on en a réfléchi 2 ans avant et on va voir comment sortir. Et donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a poussé au maximum, on va dire, l'activité nutrition animale pour en faire vraiment une entreprise internationale forte, hein, voilà, qui était dans les 5 premières mondiales quelque part. Et puis ensuite, on s'est dit, pour le coup d'après, on n'a plus les moyens d'être champion du monde, hein. Donc quelque part, il faut qu'on trouve un partenaire, on va dire, qui a envie de reprendre notre place et qui peut, grâce à ses moyens, en faire un champion du monde. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, on a vu un partenaire qui était plutôt en retard par rapport à son concurrent sur ce secteur-là. On a discuté longtemps en avance avec eux, on les connaissait. Et puis, il est arrivé un moment où ils ont dit finalement, on nous fait une offre intéressante et on reprend l'entreprise. On la reprend pour accélérer notre activité, sachant que votre entreprise, elle est plus importante que notre branche. Donc en fait, c'est l'entreprise qu'ils ont repris, donc la nôtre, qui est maintenant à la tête de pont de leur activité dans le groupe international américain. Donc ça, c'est une autre façon de faire une carve-out. Donc ça nous a permis de faire une belle plus-value et du coup de nous mettre en position de racheter des groupes en France et de ramener aussi la plus-value sur le marché français pour soutenir l'agriculture française, dont le dossier est soufflé en cours et le pivot qui est en cours. Bon. Mais ce qui est important là-dedans, c'est je pense que le conseil d'administration a une responsabilité sur la stratégie et que la direction générale doit essayer le mieux possible d'expliquer sa vision pour travailler en anticipation et éviter de faire des choses trop tard. Parce que si on n'avait pas travaillé avec une avance de 2 ans sur ce dossier-là, on serait retrouvé dans une situation de précipitation pour saisir les opportunités et on aurait dû peut-être céder cette branche-là dans de moins bonnes conditions parce que l'opportunité d'une croissance externe se présentait. Et ce n'est pas toujours facile, mais je crois que c'est le rôle des directions générales, en tout cas c'est la valeur ajoutée des directeurs généraux, des CEO, de pouvoir anticiper et programmer et embarquer, on va dire, l'entreprise dans cette stratégie-là. Et du coup, quand vous discutez avec la filiale qui sort du groupe, ils ont déjà un petit peu en tête que finalement, on est bienveillant et on va trouver la meilleure solution possible. Et en tout cas, je crois qu'on est très attaché à ça au niveau d'InVivo, c'est d'accompagner aussi, une fois que l'acquisition a été faite, la réalisation du carve-out a été faite, d'accompagner durablement par des partenariats, voilà, des contrats clients, fournisseurs, au-delà des services, hein, pour justement se dire qu'on continue ensemble, c'est-à-dire que finalement, on n'est plus actionnaire, mais on continue à travailler ensemble. Vous devenez notre client, par exemple. Et ça, c'est hyper rassurant pour les salariés dans la mesure où tout est lié. Alors après, je vous décris une situation idéale, mais bon, ça s'est réalisé.
À côté de ça, je comprends aussi que parfois, il y a des entreprises ou des filiales qui sont en difficulté et qu'effectivement, c'est plus difficile. Ça, j'entends bien. Et là, on se pose vraiment les questions que vous avez posées. On se dit, est-ce qu'on continue à investir ou est-ce qu'on sort tout de suite parce que ça brûle du cash et puis il faut qu'on passe à autre chose. Ça, j'ai vécu ça aussi. C'est vrai que c'est une décision plus difficile à prendre parce que derrière, on sait qu'il y aura du restructuring. Et là, il faut la prendre. Bon, c'est un peu courageux, mais il faut la prendre parce que vous avez raison, si on continue à pousser devant le tas de sable, comme vous avez dit, finalement, ça empire et ça crée une très très mauvaise ambiance, y compris dans l'entreprise, dans le groupe, parce que d'autres filiales qui sont peut-être moins bien positionnées ou moins mal positionnées, qui se posent des questions, ils disent mais qu'est-ce qu'ils font si demain ça sera nous, parce que regardez comment ils traitent telle ou telle filiale. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir le courage de dire dès le début, on va trouver une solution, mais vous allez sortir et on va essayer d'accompagner au mieux la transition. Et pour les salariés, c'est compliqué de ne pas leur dire, hein, il faut leur expliquer, je crois, mais forcément leur expliquer, essayer de trouver des solutions avec eux, et puis trouver la protection qui les accompagne dans cette transition. Hein, c'est jamais évident, mais en tout cas, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, 5 ans après, ça sera pire. Donc ça, c'est les situations difficiles que vous connaissez quand vous faites des plans de sauvegarde de l'emploi, etc. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas la position la plus agréable pour une direction générale, mais pour autant, il faut savoir le faire pour rapidement passer à autre chose. On a fermé des usines, on a restructuré dans le groupe, on continue à faire ça. Si on sait le faire, c'est-à-dire bien sûr, ça coûte un peu d'argent, on est bien d'accord, mais je crois qu'il ne faut pas lésigner sur ça, dans la mesure où quand on veut avoir une image plutôt avec une politique RSE affichée, sociale, environnementale, il faut aussi qu'on mette les moyens pour financer cette politique dans la sortie. Parce que là, c'était très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des carve-out qui vont mal, mais énormément de carve-out également où il peut y avoir un désalignement, mais la boîte va bien. Toi, Nicolas, concrètement, pour que l'entreprise ne vienne pas te voir, qu'est-ce qui doit bien avoir été fait ? Je pense que je voudrais faire. Il y a 2 points qui sont très intéressants dans ce que vient de dire Thierry. Il y a le social, et je crois que déjà c'est fondamental de bien comprendre ce que c'est que ce processus de destruction de valeur. Il commence par le social en fait, parce que on le constate tous les jours. Le corps social, Guillaume en parlait aussi. Il sent les choses bien avant nous, en fait. Et bien avant nous, c'est-à-dire bien avant que les directions générales voient le problème, eux ont perçu qu'ils sont en train de devenir un non-corps et d'être en dehors de l'attention de la direction générale. Après, il y aura peut-être une attention, mais particulière, autre. Donc, je pense que, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans mon petit propos liminaire, c'est ce raidissement du dialogue social qui fait que, à partir du moment où vous ne vous projetez pas dans l'avenir, parce que vous sentez que vous n'êtes pas l'avenir du groupe, vous vous raidissez sur la défense des intérêts. Donc, premier point, c'est anticiper, éviter cette crispation du dialogue social, donc avoir une vision où on comprend, on n'imagine pas, pardon pour l'expression, que les salariés sont des crétins. Ils comprennent beaucoup mieux que nous, finalement, l'évolution de leur business, même s'ils refusent de temps en temps. Le deuxième point, c'est que dans un processus de carve-out, il faut anticiper, parce que plus on va repousser, et plus in fine, Thierry, ça va coûter cher, en fait. Ça va coûter cher à condition qu'on soit responsable. Il y a des gens qui déposent le sac et puis se disent, voilà, ça passera. Donc, anticiper. Et puis ensuite, pour faire un petit peu ce que disait François, c'est une opération de M&A assez paradoxale, parce qu'on n'est pas en train, finalement, de chercher le meilleur prix, parce qu'on a vu que, dans certains cas, le prix n'est pas vraiment le sujet, parce que de temps en temps, c'est un prix négatif. On pourrait rajouter d'ailleurs HSBC, un demi-milliard, qui est quand même une opération assez étonnante quand même aussi. Mais en fait, c'est pas une négo classique entre un cédant et un acquéreur, c'est une négociation de partenariat, et Thierry l'a dit très bien. Je tiens juste à rappeler juste une chose, Hermeva, qu'on verra tout à l'heure, la SNCF a gagné beaucoup d'argent aussi. Oui, bien sûr. Non, mais le carve-out n'est pas forcément un prix négatif. Je parle de la situation dans laquelle ça le devient.
encore une fois, tout mon propos est de dire un carve-out peut être traité d'une manière comme Thierry l'a fait avec la nutrition animale. Il peut être aussi traité en prix négatif comme l'a fait HSBC, parce que le truc, on a procrastiné et que petit à petit, on est arrivé dans une situation où il fallait trancher. Et là, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on est dans la collaboration. Thierry l'a rappelé, collaboration avec cette branche animale. Et de temps en temps, collaboration un petit peu plus que ce que vous aviez imaginé. Pardon, mais sans vouloir dévoiler un secret, c'est-à-dire que de temps en temps, on se met sur un accord de collaboration de 6 mois, puis on se rend compte qu'en fait, il va falloir accompagner le carve-out plus longtemps. Parce que c'est dans l'intérêt de l'acquéreur, mais aussi du cédant. Et ça, François a parfaitement expliqué que, en fait, les deux sont liés. Et ils ne sont pas liés simplement pour faire un deal avec la maximisation d'un prix, mais ils sont liés aussi sur l'avenir. Et mon dernier propos, c'est l'image. Le carve-out, ça se prépare, et c'est aussi extraordinairement important pour un conseil d'administration, pour l'image d'un groupe, RSE ou pas. L'image est très importante, et le choix du repreneur, quel qu'il soit, qu'on soit, comme tu le disais, Alexis, en in bonis, on est encore dans un non-core, ou même dans un core, en fait, c'est devenu non-core, mais c'est juste un choix stratégique. Et heureusement que les groupes prennent ce genre de choix, et c'est tout à l'honneur des directions générales de temps en temps dire, ok, ça c'était core, maintenant c'est non-core. Mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas faire les choses d'une manière un peu en dilettante au dernier moment. Et je pense qu'il y a une grosse anticipation. C'est un sujet qu'on va avoir dans la matinée. C'est un carve-out, c'est très compliqué, ça s'anticipe. Thierry, d'ailleurs, donc vous avez bien préparé en amont l'opération pendant 2 ans de discussion et autres, mais justement par rapport à ce que disait Nicolas, il vous a fallu continuer d'accompagner l'entreprise, et si oui, pendant combien de temps et sur quoi ? On va en parler puisque c'est le passé. Oui, mais au départ, on pensait qu'en 6 mois, 1 an, on aurait pu suffisamment, on avait mis suffisamment de moyens pour assurer cette transition. Alors, comme c'est un groupe international avec plusieurs pays, c'est un peu plus compliqué qu'une filiale française. Mais finalement, ça a duré 2 ans, voire encore un peu quelque part. Ça fait 3 ans, on continue à avoir quelques accords qui ont dû être coupés avec eux. Bon, l'IT, c'est le sujet. Vous imaginez bien que à chaque fois, on se dit que même des grands groupes structurés, avec des grands process anglo-saxons qui disent « vous inquiétez pas, on va tout reprendre en 6 mois », ils le font jamais. En général, mais on les a écoutés au départ. On leur a dit « écoutez, nous on est plus petits, on vous écoute ». Mais finalement, 18 mois après, ils étaient toujours là. Donc ils continuent à utiliser nos structures internes. Et bon, comme on avait ce partenariat stratégique de long terme aussi, puisqu'on avait des accords sur des liens commerciaux ou fournisseurs en fonction des pays. Nous, on a accompagné parce qu'on s'était engagé moralement à le faire. Et finalement, ça se passe bien. Et à la limite, ça resserre les liens après. Alors, ça se fait entre stratégiques. C'est plus compliqué quand vous vendez un fonds de retournement. J'entends bien, ça se passe pas comme ça. Mais entre industriels... Ça dépend de l'investisseur. Ouais, là, voilà. Bon, après, je veux pas faire de commentaires sur les fonds. Mais là, avec des industriels, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a quand même ce sens de responsabilité de la filière, d'engagement long terme. Et ça, c'est important. Alors, c'est peut-être plus facile à faire qu'effectivement avec un fonds qui a une visibilité, une sortie dans 5-7 ans, et le temps est compté. Voilà, c'est ça. Thierry, si vous me permettez une question, on va tous vous bombarder de questions ce matin, mais comment est-ce que vous avez fait pour préparer votre équipe de direction, vos salariés, d'une entité qui représentait une part colossale de votre entreprise? C'est traumatisant. Alors, d'abord, l'encadrement qu'on avait recruté, parce que c'est une nouvelle équipe. En fait, je ne veux pas faire trop long, mais tout ça, c'est le build-up de plusieurs entreprises, et c'est parti du rachat d'une société qui s'appelle Evialis, qui était cotée en bourse, avec des salariés qui étaient déjà importés, entre guillemets, dans le groupe, et qui avait une dimension un peu différente de l'historique du groupe InVivo, et qui était dans une logique de dire, finalement, nous, on a un savoir-faire, tourné à l'international, sur un métier, avec une certaine indépendance et autonomie. Donc on est quand même parti d'une filiale qui était plus autonome, il faut quand même le dire, au départ, que les autres filiales. Donc ça aide aussi.
Et justement, on avait des managers qui étaient dans cette logique de dire finalement, on veut faire de la croissance. Et est-ce que le groupe est capable de financer cette croissance ? Alors, première étape, ça a été oui. Et après, non, pas tout seul. Donc, on a fait rentrer des actionnaires minoritaires, pour pas les nommer Eurasio et d'autres. Donc, on a levé 200 millions pour financer la croissance en minoritaire. Et donc, forcément, au bout de 5-7 ans, se posait la question de la sortie des minoritaires et de la suite à donner. Donc, nous, on s'était engagé à racheter les minoritaires. Bon, c'est toujours un peu cher, mais on pouvait le faire. Mais les managers étaient aussi intéressés à la création de valeur. Il y avait un management package aussi qu'on avait organisé. Donc, c'est pour ça qu'il y avait déjà un alignement, on va dire, au niveau des cadres dirigeants, avec cette idée de faire du build-up avec InVivo au départ, mais peut-être demain avec quelqu'un d'autre, parce qu'ils avaient vraiment la vision de devenir champion du monde, finalement, de leur secteur. Et donc, InVivo a servi, à un moment donné, à structurer cette filière, à l'organiser. On a fait le job, parce qu'on a pris... Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a tout repris, en EBITDA, ça devait faire 30 millions. 5 ans après, ça faisait 130. Donc, vous voyez la création de valeur. Bon, voilà, après, vous pouvez traduire tout ça en multiples, si vous voulez, mais ça vous donnera des idées. Et donc, finalement, après, l'idée, c'était de dire comment on passe de 130 à 250, 300 millions, quoi. C'était ça. Et là, ça nécessitait des croissances externes, ça nécessitait du build-up et des moyens supplémentaires, c'est surtout à l'international, puisque, bon, malheureusement, la France, c'est un marché en agriculture qui compte, certes, mais enfin, dans le monde, c'est une goutte d'eau, quelque part, et tout se passe au Brésil, tout se passe en Asie, aux États-Unis. Et là-bas, il faut des moyens considérables pour changer d'échelle. Et donc, les managers, pour répondre à la question, étaient impliqués. Les salariés, ça a été plus compliqué parce qu'on avait plusieurs structures qui se sont agglomérées. Alors, les salariés à l'international, ça n'a pas été le problème. Mais ça a été plutôt en France, forcément, au siège et à l'organisation de comment accompagner l'évolution au niveau du siège qui est basé en Bretagne et de voir comment tout ça pouvait se projeter. Et finalement, quand je regarde 3 ans après... Bon, certains cadres sont partis, bon, c'est comme ça. Bon, ils sont pas malheureux là où ils sont maintenant non plus. Donc, et d'autres sont restés et ont pris plus de responsabilités dans le groupe américain. Et finalement, et les salariés, bon, ils ont suivi. Et comme il y a une croissance naturelle, finalement, ils ont continué à recréer de l'emploi. Donc, c'était plutôt vertueux. Donc, on se sert beaucoup de cette expérience, entre guillemets, réussie. Il faut toujours un peu de chance aussi, attention, mais pour dire maintenant, la suite de l'histoire, c'est voilà, notre ADN, c'est d'essayer de réussir ces sorties et d'accompagner le plus longtemps possible la transition avec le repreneur. François, sur ces opérations, que ce soit toi en direct avec du prêt négatif ou le cabinet de manière plus globale, il y a vraiment si tu devais lister quelques pièges à éviter, vraiment, ce seraient lesquels ? Vouloir aller trop vite, parce qu'à nouveau, un des enjeux très importants, c'est de réussir à graver l'histoire dans le marbre, de faire en sorte que les choses ne soient pas réécrites demain, s'inscrire, on en a parlé, dans un prisme de lecture différent. L'expression « l'art d'aligner les intérêts », en fait, elle est assez juste parce que on n'est pas dans je veux pas être très fleur bleue, tout le monde, on est ensemble, on veut faire une belle opération, bien évidemment, chacun va défendre ses intérêts. Mais précisément, l'intérêt de chacun, dans des opérations de ce type, et de manière beaucoup plus importante que sur d'autres opérations, c'est que ça réussisse. Voilà. C'est le vendeur a plus intérêt à ce que la société, la pérennité de la société soit assurée, à ce qu'il y ait de la réussite, à ce que l'acheteur ait fait une bonne opération, que lui a essayé de tirer son prix au maximum. Alors rétrospectivement, il pourra regretter d'avoir mis trop d'argent, il pourra regretter d'avoir vendu au mauvais moment, de n'avoir pas réussi un retournement qu'un autre pourra le faire. Donc c'est des sujets qui sont parfois un peu durs à avoir. Néanmoins, il y a pas mal d'opérations. On reprend Redoute. Redoute, c'est une vraie réussite. Le retournement qui a été fait par Nathalie Bala et Éric Courteil est tout à fait exemplaire. Et d'autant plus que le compétiteur à l'époque, c'était Amazon. Donc c'est bien de ça dont on parle. Mais à la fin, l'histoire, elle est belle comme ça. Et c'est l'intérêt de le faire. Donc,
Donc c'est ça, ces précautions particulières, à mon avis, qui me semblent très, très importantes. Une grille de lecture qui est un peu différente. Guillaume, vous partagez ? Oui, je partage. Je veux quand même aussi revenir sur la communication vis-à-vis des équipes, des salariés, qui est un peu une lubie chez moi, mais que Nicolas a rappelé et Thierry a parfaitement démontré. Mon expérience industrielle, j'ai essayé de faire des carve-out aussi, pas forcément toujours des grands succès, mais je pense que là où on a pêché et là où on a réussi, c'est quand on a bien engagé l'équipe, on leur a bien expliqué, qu'on les a bien motivés pour les managers, bien alignés. C'est quand même la clé, parce qu'il n'y a rien de pire au moment d'un carve-out où les gens s'inquiètent, s'en vont, donc on perd en général les meilleurs, ou se retrouvent totalement plongés dans un désarroi et il n'y a plus d'alignement, il n'y a plus de travail. Toi, Nicolas, quand tu regardes justement un carve-out, il y a eu Bonne Savoie, tu dois en regarder d'autres aujourd'hui. Entre le financier, l'humain, donc humain, social, les gens, l'intérêt économique, industriel de l'entreprise, son positionnement, comment est-ce que tu hiérarchises, qu'est-ce que tu fais derrière avant d'investir ? D'abord, pour rassurer Thierry, on ne fait pas que des carve-out à prix négatif. Mais malheureusement, quand les carve-out ne sont pas anticipés, on arrive à des situations qui sont compliquées. Et c'est là où, effectivement, je suis d'accord avec vous, l'industriel va être le meilleur repreneur quand tout va bien et quand tout va mal, pour reprendre l'expression de François, il vaut mieux un professionnel du retournement, parce qu'on est, à condition de prendre quelqu'un qui a une certaine éthique et une certaine réputation, assuré de ne pas récupérer ça en boomerang, parce que finalement c'est ça le truc, se faire rattraper par la patrouille, c'est ça que veut dire François. Donc pour répondre à ta question, le premier point, c'est un truc très important, c'est jusqu'à un certain point, on peut s'intéresser à des carve-out, mais il faut encore qu'il reste quelque chose. Et or, on voit de temps en temps, et malheureusement Guillaume le sait, des boîtes dans lesquelles il ne reste plus rien. C'est-à-dire que les meilleurs sont partis, mais de temps en temps, le groupe a tellement anticipé une espèce de décharge, de mise à la décharge de la filiale, que les commerciaux ont été récupérés par le groupe, donc le fonds de commerce, il n'y a plus de fonds de commerce, et là, on est dans une situation qui s'apparente plutôt à des opérations de réindustrialisation, entre guillemets, loi Florange, où on cherche un pseudo-repreneur qui va reprendre quelques salariés, des outils, et puis qui va devoir se démerder, avec le risque à ce moment-là que le vendeur se fasse rattraper, parce que justement, on lui démontrera qu'il a mis un truc dans lequel il n'y avait pas de fonds de commerce. Donc, premier point qu'on va aller vérifier, c'est est-ce qu'il y a encore une activité ? Ensuite, on va sans doute aller regarder, mais ça c'est notre prisme, je suis un peu comme Guillaume, je suis un peu obsédé par le social, pas pour faire du social, mais parce que je considère que le social c'est un levier en fait, à condition de le traiter correctement, et pour ça il faut évidemment jouer le jeu, pas simplement en démago, il faut aller vraiment au contact et chercher. Si on voit qu'il y a un contexte concurrentiel qui est... que ce métier a un avenir, qu'il a une place, et que les salariés sont des gens avec qui on peut discuter, on va pouvoir envisager quelque chose. Et là, on a un vrai projet. Et c'est exactement, finalement, le choix dans Carbone Savoie. On a un fonds de commerce, on a un cédant qui décide de faire les choses correctement, au regard de ce que ça lui aurait coûté de fermer, parce qu'en fait, c'est ça le juge de paix, c'est combien ça me coûte de fermer, combien ça me coûte de trouver quelqu'un qui va faire le job. Et puis après, des représentants du personnel avec qui on sent que on peut discuter, ce qui n'est jamais facile, parce que comme le disait Thierry, le fonds de retournement, évidemment, il n'a pas bonne presse socialement, mais je pense que vous verrez tout à l'heure qu'on a certains syndicats qui reconnaissent aujourd'hui que finalement le fonds de retournement peut peut-être être plus industriel que certains industriels. Bon, c'est une conférence de clôture de cette salle aujourd'hui. Petite question en fait, mais bon, c'est toujours, quand on parle des salariés, dans la transparence de politique sociale, c'est de dire aux salariés, est-ce que c'est
C'est nous qui faisons la restructuration avant? Alors après, on prend la responsabilité pour justement transmettre dans de meilleures conditions. Alors ça c'est un peu concurrent, j'entends des fonds de retournement, j'entends bien, mais parfois c'est peut-être mieux aussi pour l'image du groupe de prendre ses responsabilités avant et de préparer la session et de faire les restructurations avant qui vont bien. Alors bon, c'est délicat, hein, j'entends, hein, mais si on réussit à le faire, c'est mieux. Enfin, après, bien sûr, on sera aidé par les avocats, hein, j'ai pas dit ça. Non, mais... moi ça... d'expérience, c'est toujours assez compliqué parce qu'en fait, on arrive dans un... D'abord, c'est mon propos liminaire, on ne met pas forcément les meilleurs managers dans les boîtes en difficulté parce que la ressource humaine de bon niveau, elle est rare. Et donc, c'est toujours difficile que le groupe organise, parce que d'abord, ça va lui coûter plus cher, parce qu'il n'a pas forcément les managers qu'il faut. C'est compliqué. Mais évidemment, la meilleure solution, c'est de le faire. Mais c'est un risque. Mais effectivement... c'est à peser avec un bon avocat. Et encore une fois, on est tiré là sur les carve-out retournements, mais le propos d'aujourd'hui n'est pas de parler carve-out retournement, mais vraiment d'éviter cet engrenage qui amène au retournement inévitablement. Alors, je ne suis pas maître des horloges, et on me rappelle, j'aurais voulu laisser poser une petite question dans la salle, s'il y en a une. Non. Bah, c'est super. Ça va permettre de tenir le timing. C'est trop tôt. Ça va permettre de tenir le timing. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Alors, merci de votre attention. Alors, je vous invite, pour ceux qui voudraient assister à retournement ou session quand on paierait un carve-out, à rester dans cette salle. On est exactement dans le prolongement du dernier sujet abordé par Thierry. Et vous avez dans l'autre salle, sinon...